un peu de distance à présent par rapport à la situation actuelle qu'on vient de décrire. On est évidemment dans le moment clé, propice à la réflexion, aux perspectives, à la prospective également, tant sur le plan des marchés que sur le plan des évolutions de l'industrie de la gestion d'actifs. C'est l'exercice annuel auquel se prêtent les équipes de Mercer, et le directeur des solutions d'investissement de Mercer France est avec nous en plateau. Boutros Thierry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Boutros. Ravi de vous retrouver pour cet exercice traditionnel des prévisions 2023, on va le dire comme cela. Beaucoup se réfèrent évidemment aux années 70 pour essayer de comprendre ce qu'on a vécu déjà ces dernières années, ces 2 dernières années pour dire les choses, et essayer d'imaginer les développements des prochaines années. Est-ce que le monde a réellement changé? Si oui, dans quelle mesure? Vous avez également travaillé sur ce parallèle. Au sein des années 70, il y a une année qui a été identifiée comme étant une année charnière, l'année 73. Qu'est-ce que l'année 73 nous apprend? Quels sont les enseignements que l'on peut en retirer? Sachant que si l'histoire rime parfois, elle ne se répète pas toujours forcément point par point, Boutros. Oui, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé. On a choisi pour 2023 se focaliser 50 ans en arrière. On parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Pas beaucoup de professionnels de l'investissement étaient aux manettes en fait il y a 50 ans. Pourquoi on a choisi cette période-là? Vous citiez 73. En réalité, c'est une période qui a commencé en 68-69 par une pandémie, qui est la grippe hongkongaise, suivie de tensions géopolitiques avec la guerre du Kippour, suivie d'un crack au niveau énergétique, le premier crack énergétique, et bien sûr suivi par de l'inflation. Donc bien entendu, cette année 73 est importante par rapport au choc pétrolier, ouais. Mais ce qui est troublant, c'est la succession de ces événements qui rappellent de manière assez forte les trois années qu'on vient de vivre, et on peut s'en inspirer. Bien entendu, pour essayer de transcrire ce qui va se passer. Alors, pas à court terme, vous venez de parler de l'inflation et de la croissance, on va en parler, mais plutôt à long terme. Un facteur clé pour faire le parallèle entre ces 2 périodes-là, c'est bien sûr l'inflation, mais à long terme, où 50 ans en arrière, on avait eu un pic d'inflation suite au choc pétrolier, ouais. Mais le pic réel était intervenu en 81 avec 14% d'inflation. Bien sûr. Donc on parlait tout à l'heure de 9% sur certains pics en 2022, sur une année complète, on n'est pas du tout à 9%. Donc théoriquement, on pourrait avoir une augmentation très forte et durable de l'inflation. Et on voit bien que toutes les perspectives actuelles se focalisent sur ce critère clé d'inflation qui va entraîner derrière toutes les notions de croissance, de choix des banques centrales. Et c'est le risque principal d'ailleurs qui est mis en avant aujourd'hui par les banquiers centraux, le risque de relâcher trop tôt les efforts, comme ça a pu être le cas, une des erreurs effectivement de la politique monétaire dans les années 70, qui a obligé derrière effectivement à durcir le ton au carré d'une certaine manière pour lutter contre une inflation qui, après avoir commencé à baisser un peu, était repartie en flèche à la hausse. Oui, et puis je vous invite et j'invite tout le monde à regarder finalement les courbes d'inflation et de taux. On voit bien que cette évolution de 4-5% d'inflation à 14%, donc c'est le pic absolu des 70 dernières années, ne s'est pas fait de manière linéaire. Non. Et donc ce sera certainement le cas encore cette année et les années suivantes. Si on arrive à maîtriser bien sûr déjà la crise énergétique avec la crise en Ukraine sur les tensions avec la Russie, mais aussi beaucoup d'autres facteurs, sachant qu'on sait que l'inflation est un phénomène qui s'auto-alimente. Et donc s'il s'auto-alimente, il devient difficilement contrôlable, là où les banques centrales ont beaucoup moins de marge de manœuvre qu'il y a 50 ans. Bien sûr. Et donc, vous faites partie de ceux chez Mercer qui êtes convaincus qu'effectivement, on a structurellement changé de régime d'inflation. On espère évidemment que l'inflation ne va pas rester globalement à 10% comme aujourd'hui, mais que même dans les prochaines années, il y aura toujours un risque inflationniste plutôt à la hausse par rapport à ce qu'on a vécu sur les 10-15 dernières années. Alors, on ne prédit pas un cycle d'inflation linéaire, similaire à ce qui s'est passé, ni non plus une inflation à 14%. Bien entendu, on regarde les indicateurs à court terme et à long terme comme tout le monde. En revanche, c'est un critère clé pour construire des portefeuilles alloués à long terme,
et pas justement sur un scénario central. Donc ça, c'est une chose aussi que l'on a beaucoup faite ces dernières semaines dans nos réflexions et qu'on va poursuivre, c'est s'inspirer du passé pour dire attention, il pourrait y avoir un régime d'inflation élevé durablement, mais il ne faut pas orienter toutes les constructions de portefeuille sur une allocation de scénario central, parce que ça peut être très dommageable pour beaucoup de classes d'actifs et pour finalement les objectifs qu'on se fixe. La réalité du cycle économique dans lequel on est, c'est aussi la réalité de la transition ou des transitions qui sont des défis globaux pour l'ensemble de la planète, la transition écologique, la transition démographique, on en parle peut-être assez peu, mais il y a un sujet mondial effectivement sur la démographie aujourd'hui, et puis l'aspect social de ces transitions, la transition sociale qui doit accompagner effectivement ces transitions économiques. Comment est-ce que ces défis-là, comment est-ce que vous les intégrez justement au schéma et à la réflexion prospective que vous pouvez avoir pour cette année et les prochaines? Oui, on est toujours macro compte tenu de notre façon de gérer. On est indépendant, on sélectionne des spécialistes et on n'a pas de biais, on n'a pas d'équipe interne à favoriser parce qu'on a une expertise historique qu'on souhaite réutiliser quel que soit le contexte de marché. Le thème de la transition ou des transitions, c'est le deuxième thème qu'on développe cette année qui justement fait référence au premier thème de similitude avec les 50 dernières années. Dans ce flot d'incertitudes, s'il y en a bien une qui est présente, il ne faut jamais être complètement certain, mais il y en a une qui ressort clairement, c'est la nécessité d'une transition. Et justement, les 3 dernières années ont renforcé encore ces thèmes-là, ces thèmes de la transition énergétique, de la transition d'infrastructures, du besoin d'innovation. Et donc, en ce début d'année et pour les années suivantes, le fait de capitaliser sur ce thème de détransition au pluriel est important. Donc, quand on va dans le détail, on retrouve les thèmes que vous avez cités, de transition énergétique avec des besoins d'infrastructure, de transition logistique, de nouveau avec de l'infrastructure, du financement de ressources naturelles, et puis des thèmes d'innovation et d'impact qui font du coup beaucoup penser à l'intérêt du non-coté. Quand on prend impact et innovation, rapidement, on se rend compte que les segments non cotés vont pouvoir répondre à ces problématiques de nouvelle croissance, d'exposition au thème de l'inflation, mais positivement. Et donc, tout ce thème de la transition est capital pour cette année, encore une fois. C'est un thème qu'on a déjà évoqué avec vous, mais pourquoi est-ce que le thème des transitions tel que vous l'avez défini, pourquoi est-ce que l'investissement dans le non-coté vous permet, selon vous, d'y répondre mieux peut-être que les solutions d'investissement qu'on peut trouver dans les marchés de capitaux liquides, par exemple? Alors, il y a des thèmes d'évolution de la société. La société a besoin de se renouveler, les modes de consommation, les modes de construction. De production, bien sûr. Les chaînes logistiques sont durablement affectées, elles vont changer. Et donc, pour répondre à ces nouveaux besoins, l'innovation est clé. Et quand on veut investir dans l'innovation, on le fait sur des petites sociétés qui sont innovantes. On a parlé de ce qui s'est passé sur le venture capital et les stratégies growth l'année dernière qui ont beaucoup souffert. Mais à terme, c'est des segments de marché qui seront clés parce que c'est ceux qui permettent de financer l'innovation et accessoirement qui ne sont pas dépendants des effets de levier et du financement en dette, là où les taux vont être plus importants. Donc c'est des stratégies qui pourront être regardées dans leur utilité par rapport au changement de la société et puis dans leur capacité à délivrer du rendement et de la diversification. Et ça veut dire que ce sont des stratégies, le non-coté, qui sont amenées à prendre de plus en plus de poids encore dans les allocations globales et des grands investisseurs et pourquoi pas des investisseurs privés également. Bien sûr, tout à fait. Quand on regarde, là, si on revient aux perspectives, un exercice qu'on a tous fait, on regarde toutes les grandes maisons, leurs publications, il y a un sentiment un peu optimiste ou de retour à la normale. Donc les headlines, c'était le retour de l'obligataire, le retour du portefeuille 60-40, la lumière au bout du tunnel. Bien entendu, il y a cette volonté d'être optimiste pour les grandes maisons, mais qui veulent aussi, je le disais, nous on est indépendants, qui veulent surtout réutiliser leurs moyens de gestion qu'ils avaient parfois pas forcément mis de côté, mais qui étaient moins efficients dans une période de troubles au niveau taux et obligataire. Notre vision sur le non-coté, pour répondre à votre
votre question, c'est qu'il va être clé. Donc il n'y a pas de retour à la normale, selon nous, dans les allocations, où on reviendrait sur une allocation classique, obligataire action, parce que les taux sont hauts, parce que la décorrélation entre actions et taux va marcher à plein. C'est pas vrai. Si l'inflation persiste, la corrélation entre les actions et les taux sera très forte et ce sera très dommageable pour des portefeuilles qui ne sont pas diversifiés. Donc attention au mirage du retour du 60-40, effectivement, pour simplifier un peu le discours, mais c'est quand même cette idée-là oui, et puis rester avec une vision large et avec les outils qui sont ceux d'aujourd'hui, contrairement à ceux d'il y a 50 ans, où les marchés financiers ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. On a beaucoup plus de marchés non cotés, les hedge funds sont beaucoup plus importants, et les outils dont on a à disposition sont certes plus complexes, mais permettront de diversifier les portefeuilles. C'est ça qui est assez paradoxal, effectivement, dans ces headlines que vous résumez, le retour de l'obligataire, le retour du 60-40. On a l'impression qu'on se réfère à une solution d'investissement finalement très simple, très facile, très pratique, qui a excessivement bien fonctionné, il faut le dire, pendant au moins une dizaine d'années, en tout cas dans le cycle précédent, alors même que la boîte à outils de l'investisseur n'a jamais été aussi remplie de solutions d'investissement très différentes les unes des autres. On l'a cité avec le non-coté, mais ça ne se limite pas juste au non-coté. Beaucoup de solutions aujourd'hui, qu'on n'avait pas d'ailleurs dans les années 70, j'imagine, pour reprendre le parallèle. En 70, bien entendu, l'industrie des hedge funds n'existait presque pas. Le non-coté existait, bien entendu, mais était réservé à une toute petite partie des investisseurs, et même les institutionnels eux-mêmes n'utilisaient pas ces outils-là. Donc bien entendu qu'aujourd'hui, on a une panoplie beaucoup plus forte, et on a surtout aussi des marchés beaucoup plus complexes. Il ne faut pas faire du non-coté parce qu'on a simplement la possibilité d'en faire. Quelle est l'utilité du non-coté ? J'ai cité quelques exemples tout à l'heure. C'est de s'indexer à de nouvelles sources de croissance, là où le marché boursier s'intéresse globalement sur sa croissance. S'indexer positivement à l'inflation, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis participer à financer de nouveaux segments qui sont utiles pour la société. Donc, pour toutes ces raisons, les marchés non cotés vont permettre d'apporter quelque chose au niveau des marchés non cotés, à la fois de manière tactique et long terme. Tactiquement, les millésimes post-crise se comportent en général très très bien, là où les millésimes pré-crise en général se sont déployés sur des valorisations beaucoup plus élevées. Donc statistiquement et puis de manière très simple, il y a des millésimes qui se comportent bien en général. Et puis à long terme, on en parlait déjà l'année dernière, un des thèmes qu'on avait et qui est encore plus fort aujourd'hui, c'est de rendre les portefeuilles moins dépendants des décisions des banques centrales à court terme. On a nos visions sur ce qu'on veut faire les banques centrales, toutes les grandes maisons les ont. Mais on l'a bien vu, et vous l'avez cité avec les perspectives de Goldman Sachs, tout peut changer en quelques semaines. Quand on fait de la prospective, on ne le fait pas à quelques semaines, on le fait à 3-5 ans. Donc on ne peut pas se permettre de changer semaine après semaine de vision de marché. Sur le plan du non-coté, on est déjà dans le post-crise ? Ou pas encore bonne question. Encore faut-il qu'on soit post-crise. Même sur les marchés cotés, pour certains, c'est pas encore évident qu'on en soit sorti. Donc, oui, c'est une excellente question parce que. Où est-ce qu'il faut attendre le millésime 2024 ? Voilà, exactement. Il faut encore définir à quel moment on sort de la crise. Factuellement, on n'a pas encore toutes les valorisations des marchés non cotés. Donc, ils ont été préservés pour l'instant, parce qu'ils ont bénéficié de valorisations qui n'ont pas encore été réajustées. Donc on ne peut pas encore dire que les valos des fonds non cotés ont bougé. En revanche, les valorisations d'entrée par les fonds de private equity, les fonds d'infrastructure, sont déjà réajustées. Alors le marché s'est calmé aussi parce qu'il y avait un assèchement de la dette, donc au niveau du buy-out par exemple, mais globalement les transactions qu'on a vues post-crise, c'est des crises multiples, mais post-juin 2022, elles intègrent déjà, sont déjà la réalité. Et donc, tous les fonds qui vont lever des actifs et investir aujourd'hui auront comme référence ces nouveaux points de valorisation. Donc, c'est un bon point de référence pour estimer que les entrées, les valorisations d'entrée sont déjà plus acceptables. Merci beaucoup Boutros d'être venu développer ces pistes et ces perspectives en matière d'investissement avec cet exercice de réflexion prospective que les équipes de Mercer mènent chaque année. Évidemment, Boutros Thierry, le directeur des solutions d'investissement de Mercer France, était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.